Nous avons évoqué plusieurs minorités. Catherine Duperron nous a parlé d'une minorité qui ne vit pas une situation simple, qui sont les chrétiens en Terre Sainte. Nous allons maintenant parler d'une autre minorité, à la fois ethnique et religieuse, qui connaît un sort encore plus dramatique, les yézidis. Et nous avons le plaisir pour cela d'accueillir Nader Ajoyev. Nader est avocat. J'ai fait des recherches sur Google et honnêtement, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai juste vu qu'il était un très bon avocat parce que tous les avis sont positifs. Nader est descendant de yézidis. Ses parents étaient originaires de Géorgie. Et vous allez nous parler de l'histoire et de l'actualité du martyre des yézidis, qui sont qui ont été la cible du premier génocide du XXIe siècle, le génocide mené par Daesh. De nombreux adultes ont été massacrés, des adolescents réduits en chair à canon et des adolescentes en esclaves sexuels. Et ce qui est absolument fou, c'est que entre affreux de tous les pays, eh bien, il y a des connexions. Et vous vous souvenez certainement qu'au début octobre, donc il y a quelques semaines à peine, des soldats israéliens ont libéré à Gaza une femme yézidi de 21 ans qui était esclave sexuelle à Gaza depuis 10 ans. Nader Ajoyev, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Tout le monde m'entend bien? Je vous prierai par avance de m'excuser parce que j'ai l'habitude de parler devant les juridictions, mais pas devant autant de monde et dans le cadre de colloques ou de conférences. Et avant tout, j'aimerais remercier l'Institut Jonatas, bien entendu, et M. Kotek particulièrement de cette invitation et de mettre la lumière sur les yézidis qui s'est un peu assombri ces dernières années. Donc voilà. Et avant de commencer, de rentrer dans le fond du sujet, je vais faire une brève présentation de ma personne qui va en fait recouper le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'exode des yézidis, puisque moi-même je suis yézidi de Géorgie et les raisons pour lesquelles moi je me suis retrouvé en France sont les mêmes pour lesquelles mes parents se seront trouvés en Géorgie, mes grands-parents en Arménie. Et du coup, je suis un peu, sans prétention aucune, le fruit de cet exode et le fruit de cette histoire malheureuse que connaît la communauté yézidi. Donc, très rapidement, aujourd'hui, je suis avocat, enfant de réfugié moi-même en France. J'ai choisi l'avocature. J'ai choisi l'avocature principalement suite aux événements de 2014, donc au génocide perpétré par Daesh et sur cette situation sur laquelle j'ai fait mon mémoire de fin d'études, où j'ai essayé de démontrer juridiquement donc, que le crime de génocide, le crime contre l'humanité et autres sont parfaitement remplis et qu'on devrait juridiquement reconnaître ces événements comme un génocide ou comme un crime contre l'humanité. J'aimerais, pour maintenant rentrer dans le fond, vous lire un court extrait d'un ouvrage du 19e siècle, et je vous parlerai de l'auteur et du titre de l'ouvrage à la fin pour des raisons particulières. Donc, je cite. « Les renseignements transmis de Mossoul m'informent en effet que les mauvais jours sont revenus pour les yézidis. Depuis quelques mois, un général de division d'une intégrité reconnue, Omar Pacha, a été envoyé par le sultan avec les pleins pouvoirs pour réformer certains abus qui s'étaient produits dans la province de Mossoul. Le général s'est acquitté de sa mission avec une énergie sans précédent et l'on est heureux de reconnaître que sa sévérité n'a frappé tout d'abord que des coupables, mais à propos d'impôts impayés, comme cela arrive souvent en Turquie, Omar Pacha a fait attaquer les yézidis, dont la misère aurait pu servir d'excuse et les garantir contre des mesures rigoureuses auxquelles ils sont en but. Leur faiblesse numérique les livrait sans défense possible. La soumission à merci en a été bientôt la conséquence.
Plusieurs chefs, il parle des yézidis, des plus influents, acceptèrent des pensions et des titres qui leur furent offerts sous la condition de devenir musulmans. Et ils promirent probablement de réunir leurs efforts pour obtenir la conversion de tous les yézidis. Mais il n'a pas tardé à s'apercevoir que les yézidis, ignorants et inoffensifs, malgré leur pauvreté, ne ratifiaient pas les engagements de leur chef et tenaient toujours à leur religion. Il n'osa pas annoncer franchement cette situation au sultan, qui l'eût sans doute compris, et il envoya son fils dans le Sinjar pour contraindre par tous les moyens possibles les yézidis à se faire musulmans. Des excès ont été commis. Ce que nous savons de l'attachement aveugle des yézidis à leur culte peut leur faire prévoir la population tout entière sera bientôt exterminée. Donc ces quelques lignes proviennent d'un ouvrage de Joachim Menant, qui est un magistrat français devenu orientaliste, qui a intitulé son ouvrage « Les Yézidis, épisode de l'histoire des adorateurs du diable ». J'ai laissé exprès le titre de cet ouvrage à la fin, qui en fait explique les raisons du mal et les raisons des nombreux pogroms subis par les yézidis durant toute leur histoire. Donc, considérés comme adorateurs du diable, les yézidis ont subi du coup tous ces pogroms, tous ces massacres pour une interprétation théologique propre aux musulmans de l'époque et par Daesh depuis le temps. En islam, le diable est un ange déchu. Chez les yézidis, cet ange déchu a été pardonné par Dieu qui a repris sa place d'archange, chef des anges, ange le plus important dans la théologie yézidi. Donc, on est considéré à tort comme des adorateurs du diable, puisque nous avons pardonné le diable. Donc c'est toute la raison du mal, de la situation des yézidis. Si on fait un peu d'histoire, la naissance des yézidis remonterait, selon des témoignages archéologiques et historiques, dont je ne me ferai pas le porte-parole, je ne peux pas me mettre à la place d'un historien, mais ça remonte à 2 à 3 millénaires avant Jésus-Christ, descendants directs des Zoroastriens, et ayant mis la raison au centre de leur foi. Donc, de la même manière que les chrétiens d'Orient, que les juifs d'Orient, les yézidis vivaient entre le Tigre et l'Euphrate de base et dans tout le Kurdistan qu'on peut imaginer de l'époque. Au Moyen-Orient, en Turquie, donc la population se partage des territoires turcs, irakiennes, iraniennes et syriennes. Déjà à l'époque ottomane, des fatwas étaient émises à l'encontre des yézidis qui comportaient un certain nombre d'accusations, notamment du fait de cette incompréhension, et ces fatwas donnaient droit à tuer et piller les biens des yézidis. L'acte anti-yézidi était inscrit législativement parlant et il était légitimé. Donc on a aussi connu des actes de spoliation, des actes de torture, des actes de barbarie. Donc c'est dans ces conditions que la conversion de l'islam dans l'empire, la conversion des yézidis à l'islam, pardon, dans l'empire ottoman a mené un premier exode. Donc, il y a eu de base des mouvements de population internes à l'empire ottoman, puis dès la fin des années 1800, début des années 1900, une seconde vague de migration qui est remontée vers l'ex-URSS, donc vers l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie, la Russie, et plus récemment vers les pays de l'Europe occidentale, vers les États-Unis et le Canada. On compte environ un peu moins d'1 million de yézidis sur Terre. Plus de la moitié, entre 600 et 700 000, entre l'Irak et la Syrie, entre le Kurdistan irakien et syrien, près d'une centaine de milliers en Turquie, un petit nombre en Iran
et près de 200 000 aujourd'hui qui sont entre l'Arménie, la Géorgie et la Russie. Mais ces chiffres, je pense, doivent être revus à la baisse en vue des migrations qui ont suivi vers l'Occident. Donc la migration des Yézidis vers le Caucase a commencé au XIXe siècle avec la multiplication des persécutions physiques, des conversions forcées instaurées par l'Empire ottoman. Bien que l'Union soviétique paraissait plus protectrice des minorités yézidis, mais des minorités au sens générique, il y a eu quand même, à l'époque stalinienne, des vagues de déportation de familles yézidis vers les plaines du Kazakhstan, d'Ouzbékistan, parce qu'ils considéraient qu'on n'avait pas grand-chose à faire dans les pays du Caucase. Parce que cette communauté yézidi représentait un des seuls rares peuples qui ne revendiquait pas d'État-nation. On est un État sans nation depuis toujours et on ne revendiquait pas de terre, peu importe où l'on se trouvait. Et on a toujours, les yézidis, de manière générale, ont toujours été dépendants, intimement dépendants de l'évolution des États qui les accueillaient. Donc les déportations staliniennes, on les a connues principalement entre 1937 et 1938 vers l'Asie centrale. Donc de nombreuses familles kurdes et yézidis ont péri lors du périple. Les survivants ont débarqué dans des plaines enneigées au Kazakhstan, par exemple, où ils furent abandonnés pendant plusieurs jours. Des historiens russes affirment aussi que des déportations ont eu lieu entre 1930 et 1940, car on était considérés comme suspects et qu'on ne pouvait répondre, on ne pouvait pas prétendre à pouvoir s'installer dans ces pays du Caucase, ce qui a donné un nettoyage ethnique. Et les autorités géorgiennes aussi ont profité en fait de ce nationalisme pesant pour chasser ces peuples qui n'étaient pas concernés par les intérêts de l'État. En Arménie, les déportations massives n'ont pas eu lieu. Donc c'est le seul pays, en tout cas à l'époque, qui nous a accueillis les bras ouverts. Et je pense, pour une raison très simple, puisque de la même manière que pour les chrétiens d'Orient et les Arméniens qui étaient les principaux concernés, les Yézidis ont subi et ont été victimes du génocide de 1915. Et les Yézidis ont été aux côtés des Arméniens dans la fuite de l'Empire ottoman. Et même aujourd'hui, beaucoup de jeunes hommes yézidis sont morts dans le Haut-Karabakh pour s'être battus aux côtés des Arméniens dans les événements qu'on a connus ces dernières années. La chute de l'URSS a été aussi un nouveau tournant dans l'exode des populations yézidis. Donc l'indépendance des nouveaux États, avec toutes les problématiques qui sont suivies, a fait monter des nationalismes. Et, ce qui a poussé les Yézidis, du coup, à migrer, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vers l'Europe occidentale, vers les Amériques, dont ma famille en l'occurrence. Donc nous, en l'occurrence, on est arrivé en France en 1998, parce que mon père, j'aurais aimé qu'il soit là, et il n'a pas pu, a dû fuir les autorités géorgiennes parce qu'il y avait des problèmes du fait de notre religion. Enfin, en 2014, les événements qu'on connaît tous, avec la prise du Sinjar par l'État islamique, ont causé de nombreux départs, donc près de 200 000 départs dans les premiers jours qui ont suivi en fait la prise du Sinjar. Et aujourd'hui, près de 400 000 yézidis sont toujours dans des camps de réfugiés et ne trouvant pas de solution pour retourner sur ces terres ancestrales. J'ai appris il y a quelques jours, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, que la Turquie
la Turquie avait bombardé la région du Sinjar, alors que même on était au balbutiement de projets de réinstallation des Yézidis qui ont quitté cette région. Ce que j'ai remarqué, et encore une fois, je me prétends ni historien, ni psychologue, ni sociologue, mais de mon point de vue et de la manière dont moi j'ai vécu l'histoire de mon peuple, c'est que l'exil physique est une chose, mais on a aussi subi, et je pense que autant que toutes les communautés qui sont intervenues aujourd'hui, cet exil physique n'est que résiduel face en fait à l'exil psychologique, culturel et religieux qu'ont subi en fait toutes ces victimes durant tant de siècles. En ce qui concerne les Yézidis, la difficulté repose dans le fait que c'est une culture, une religion à transmission orale principalement. Et que il a été recensé, en tout cas en 2014, 75 pogroms principaux qui ont causé la mort de nombreux individus, mais sauf que, encore une fois, une mort physique, on peut l'entendre, mais une mort culturelle, elle est plus difficile à accepter. La conséquence de tous ces événements, tous ces massacres, et notamment en 2014, mais heureusement la communauté internationale à ce moment-là s'est éveillée et s'est penchée sur cette question, mais il y avait une volonté génocidaire. Et génocidaire pourquoi? Puisque ça ne concernait pas que l'élimination physique, mais c'est l'élimination de l'information, l'élimination de la culture, l'élimination du religieux, qui était en compte. Et on s'est rendu compte, et je me suis rendu compte, en tout cas à titre personnel depuis 2014, que même nous, les Yézidis, qui sont les principaux concernés par notre histoire, nous ne savons pas grand-chose de nous-mêmes. Et que cet exil physique au cours des siècles a commis un exil psychologique, c'est ce que je disais tout à l'heure, et culturel, et on est mené, malheureusement, si ça continue de la même manière que ça a débuté, à disparaître dans un oubli sourd. J'ai pas de solution à apporter, je ne sais pas de quoi est fait demain pour cette communauté, mais quand je vois la communauté juive, les chrétiens d'Orient, autant se mobiliser depuis tant d'années, depuis des dizaines d'années pour la préservation de leur identité, je vous avoue que ça me redonne un peu foi et qu'on a énormément de choses à faire en tant que communauté. Et le fait, pourquoi j'ai remercié M. Kotek principalement, c'est qu'il ne nous a pas oubliés. Et moi, à titre personnel, encore une fois, ça m'a repermis de me replonger dans ma propre histoire. Et aussi qu'à un moment, il faudra des réponses. Les réponses, elles vont intervenir au plan politique. Certains parlements, notamment la Belgique, ont reconnu politiquement le génocide des Yézidis. Ce que moi j'attends en tant qu'avocat, c'est une reconnaissance juridique du crime de génocide qui va ensuite ouvrir voie à une réparation, puisque ça sera acté juridiquement, on sait la valeur probante qu'a une décision de justice. Mais on est aussi confronté à de nombreuses difficultés dans la reconnaissance de ce génocide, autant au plan international, avec les difficultés, les limites que connaît la CPI, l'absence de volonté de l'Irak, de la Syrie, de mettre en place des jugements pour génocide, pour crimes contre l'humanité, parce qu'on poursuit principalement pour actes de terrorisme, mais on ne poursuit pas pour actes génocidaires, on ne poursuit pas pour crimes contre l'humanité. Et après, je pense que la réponse va venir aussi de l'interne de la communauté yézidi, puisque j'ai beaucoup de peine à le dire, mais on est, les yézidis, dans une politique de survie.
On est dans une politique de survie et je discutais tout à l'heure et je disais que quand on survit, on n'a pas le temps de regarder derrière. On n'a pas le temps de comprendre ce qui nous arrive, on n'a pas le temps de mettre des mots sur ce qui nous arrive et ce qui nous est arrivé. Donc je pense que la réponse va aussi venir et doit venir des Yézidis dans une remise en question, dans une volonté de se réapprendre et de se réaffirmer. Merci. Merci beaucoup. C'était parfait, je vous remercie beaucoup. Comme on dit, un peu sans transition, j'accueille notre amie Judith Cohen-Solal, ce qui permettra de ménager une petite session de questions-réponses avant la conclusion par Doubi Ajami. Judith est la psychanalyste, psychologue clinicienne. Ses paroles feront écho à celles de Daniel Siboni en début d'après-midi. Elle est l'auteur, avec Jonathan Ayoun, de plusieurs livres et documentaires, et j'en citerai 3. Sauver Auschwitz, qui retrace l'histoire d'Auschwitz après Auschwitz, donc depuis 1945. Une histoire de l'antisémitisme en 4 épisodes, qui était une série produite pour Arte et que la chaîne propose en accès libre sur son site web, tant l'actualité requiert de mieux comprendre l'histoire de cette haine. Et puis, dans un tout autre registre, le bouquin de l'humour juif, qui est... on peut lire quand même dans ce livre un dicton qui dit « si tu as mal, ris ». Et donc, Judith va peut-être maintenant nous faire rire en nous parlant de la tragédie et de la résilience des Juifs du monde arabe, et en rebouclant avec l'histoire de ma famille que j'évoquais en début d'après-midi, mais qui est aussi très proche de l'histoire de sa famille. Merci. Alors, c'est un sacré défi de faire rire. Donc, merci beaucoup pour votre invitation, aux deux Joël, avec qui nous avons eu l'occasion de partager déjà de nombreux, on va dire, colloques, luttes, et notamment Joël Kotek, qui est dans le documentaire dont Joël vient de parler, donc l'histoire de l'antisémitisme de l'Antiquité à nos jours, que je vous conseille de voir ou peut-être de revoir, donc en replay sur Arte, ne serait-ce que pour y voir Joël Kotek, qui est évidemment formidable. Voilà. Alors moi, je suis là, on s'est rencontrés justement aux universités d'automne de la LICRA avec Joël Kotek et madame. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est un petit peu organisé, cette invitation. Et on parlait notamment des Juifs d'Algérie, donc je vais vous parler plus précisément des Juifs d'Algérie et de la question de l'exil, qui n'en est pas un, en tout cas qui n'est pas censé en être un, ou qui ne veut pas en être un. Et je vais raconter cette anecdote, ou une anecdote, c'est-à-dire je me suis trouvée en 2021 sollicitée par l'Élysée pour faire une mission suite au rapport de Benjamin Stora, qui avait fait, lui, un rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie, à la demande donc d'Emmanuel Macron, qui était dans un désir de renouer un dialogue avec l'Algérie. Il se trouve qu'entre la France et l'Algérie, vous savez, c'est toujours très compliqué. Et les diplomates du Quai d'Orsay disent c'est toujours pareil, les présidents commencent avec l'Algérie, finissent avec le Maroc. Donc, c'est-à-dire que chaque président se donne pour objectif et se dit que lui, il va y arriver, donc d'apaiser les relations avec l'Algérie. Et apparemment, ça ne marche pas. Et avec le recul aujourd'hui, on sait que ça n'a pas non plus marché. En tout cas, de ce rapport est sortie l'idée que finalement, à l'instar de ce qui s'était passé avec la France et l'Allemagne, une clé avait été la création d'une agence de la jeunesse franco-allemande. Donc il y a eu cette idée de créer en tout cas dans un premier temps, un travail sur la mémoire des troisième générations permettant aux jeunesses
en France et en Algérie, aux jeunes, qui étaient donc de la 13e génération après la guerre d'Algérie, d'échanger, de parler mémoire, et donc à travers ça, de trouver un sens du dialogue et un apaisement. Alors, ce qui s'est mis en place, c'est que des jeunes ont été contactés pour différentes, parce qu'ils correspondaient au profil, il fallait qu'il y ait des jeunes issus des 5 mémoires. Alors, les 5 mémoires, c'est les combattants indépendantistes, les harkis, les rapatriés pieds noirs, les juifs d'Algérie et les militaires français, c'est-à-dire toute population qui s'était confrontée à la situation de la guerre d'Algérie avec toutes les exactions de part et d'autre qu'il y avait eu. Et donc, qu'est-ce qu'ils en avaient fait? Comment ça s'était transmis? Et est-ce que les jeunes, aujourd'hui, qui ont donc entre 19 et 25 ans, allez, on était jusqu'à 27, 28 ans, on avait eux-mêmes recueilli? Est-ce que, d'ailleurs, on en avait parlé chez eux, et comment? Alors c'était très intéressant parce que précisément concernant les Juifs d'Algérie, d'abord c'était un peu compliqué de trouver des jeunes qui avaient envie de travailler là-dessus, et spécifiquement parce que que moi j'avais affaire avec la nostalgie et la mélancolie du côté de ma mère et la sensation de s'en être bien sorti du côté de mon père, parce que les deux ils vivaient pas la chose de la même manière. Donc mon père fréquentait les scouts juifs quand il était en Algérie. Il se retrouvait en tant que chef scout, l'interlocuteur de certains visiteurs israéliens pour leur part déjà minés. Donc, il se trouve que du côté de la famille de mon père, on va recouvrir un peu toute l'histoire des Juifs d'Algérie, ma grand-mère venait d'Alsace, et donc sa famille, ma mère, avait suivi le mouvement français qui ne voulait pas être allemand et qui tentait l'expérience des colonies, qui plus est bénéficiant du décret Crémieux, le fameux, 1870, qui permettait à tous les Juifs d'Algérie de devenir français. Alors, du côté maternel, c'était autre chose, puisqu'ils étaient là depuis plusieurs générations. Et l'histoire ne dit pas si, comme le défend Benjamin Stora, parce que Benjamin Stora, lui, dit qu'au fond, les Juifs n'en voulaient pas de ce décret Crémieux. En tout cas, quand on est venu leur proposer, dans un premier temps, ils ont dit non, mais on s'en fout, on est comme les autres, on est comme les Arabes. Pourquoi? Et évidemment, à partir de ce décret Crémieux, c'est passé quelque chose, puisqu'on aurait un peu forcé la main aux Juifs, qui sont devenus donc français, au détriment, puisqu'il faut le dire, vu que c'était une forme d'ascenseur social qui n'avait pas été offerte aux autochtones, en fait, y compris pour les Juifs autochtones qui étaient là depuis longtemps. Et on comprend déjà que c'est compliqué, ce statut de Juif en Algérie, puisque c'est pas vraiment des pieds noirs, mais il y en avait quand même, c'était des pieds noirs, qu'il y en a qui étaient là depuis plusieurs générations, donc comment ils se retrouvent du jour au lendemain à devoir s'en aller avec leurs affaires. Mais les autres, finalement, ils étaient peut-être pas là depuis si longtemps, et il y en avait, comme mon père d'ailleurs, qui trouvait que c'était une bonne idée de repartir. Et moi, dans tout ça, je vivais à la fois quelque chose, parce que, alors moi, cette petite parenthèse qui va vous faire rire, puisque Joël veut que je vous fasse rire. Moi, donc, plusieurs années après que mes parents soient à Grenoble, ma mère ne s'en remettait pas de cette nostalgie. Elle, par contre, elle était beaucoup dans la mélancolie, et elle trouvait qu'il faisait quand même très froid à Grenoble, hein, par rapport à Tlemcen, que les collègues, ils n'étaient pas très sympathiques, que quand même, face à la chaleur méditerranéenne, les relations avec les gens, c'était pas ça, enfin, elle ne s'y retrouvait pas, donc un petit côté dépressif. Et le docteur lui dit, bah, écoutez, le meilleur remède, ça serait d'avoir une fille. Alors ma mère dit, bah, j'ai plus tellement l'âge, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Et alors quand même, elle a eu une fille, et c'est moi. Donc vous comprenez pourquoi je suis psychanalyste. Je ne vois pas ce que je pouvais faire d'autre, n'est-ce pas? J'étais programmée pour ça. M'occuper de la dépression des gens. Mais tout ça, moi, je vivais à la fois... J'avais une grand-mère qui donc était venue finalement quelques années après, parce que mes parents sont arrivés 4 ans avant tout le monde. Mon père ayant eu un poste de directeur du centre communautaire juif à Grenoble. Je ne sais pas comment il s'était retrouvé là. Et ensuite, il est devenu directeur de clinique. Alors, vous savez, les juifs, ça circule. Et donc, à ce moment-là, moi, je vivais il y avait à la fois un quotidien ou en tout cas une ambiance. On écoutait de la musique arabe avec nostalgie, mais pas celle-là, mais aussi les plats, mais aussi ma grand-mère qui racontait des proverbes judéo-arabes. Mais au milieu de tout ça, moi, j'avais pas la sensation que ni qu'on avait vécu quelque chose de tellement particulier. D'ailleurs, ça ne se parlait pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, nous, on disait, mais nous, madame, on est français, nous, madame.
Parce que, en fait, et il se trouve que dans les bouquins qu'on a fait avec mon co-auteur, on a fait un bouquin sur Éric Zemmour, et je me suis aperçue et cette question justement de l'identité juive d'Algérie est très importante, elle est au cœur même de l'histoire d'Éric Zemmour. Et au fond, à chaque fois qu'on a donné des conférences, il y avait des juifs d'Algérie. Quand par hasard quelqu'un disait les juifs algériens, il y a toujours quelqu'un dans la salle pour dire ah non madame, je ne vous permets pas, nous sommes des juifs d'Algérie, nous ne sommes pas des juifs algériens. Donc il y a cette sensation absolument, cette impression absolument forte qu'il y a une forme de privilège qui est accordée aux Juifs d'Algérie parce qu'ils sont français depuis bien plus longtemps que vous. D'ailleurs, pendant que les Polonais ils trimballaient ils faisaient les schnorreurs ici et là, nous on avait déjà la culture française et on allait à l'école et on était éduqués. Et alors je ne parle pas des Marocains et des Tunisiens, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Voilà exactement le discours, donc avec un statut assez particulier, mais aucune histoire qui s'est transmise. Pas d'histoire, en tout cas. Voilà. Il s'est retrouvé qu'à un moment donné, moi j'ai eu des patients aussi qui étaient des Juifs d'Algérie, qui avaient là maintenant, enfin qui avaient peut-être 10, 12 ans quand ils ont quitté l'Algérie. Et j'ai entendu des choses assez incroyables, comme par exemple, non mais nous, il nous est rien arrivé, en fait, on a juste changé de département. Ok. Alors, et j'ai un en tête particulièrement, parce que ça c'est très intéressant, avec qui il y avait tout un travail à faire, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui était coincé là, qui me disait, non mais moi, je me rappelle de rien, mais de toute manière, il ne s'est rien passé en fait. Mon père était policier. Bon, nous, on est partis avec ma mère et mes frères, on est arrivés en France, et puis on a attendu 6 mois, on ne savait pas si mon père allait venir ou pas, on n'avait aucune nouvelle. Je dis, bah quand même, c'est pas si simple. Oui, on s'est retrouvés, on n'avait rien, parce que vous connaissez cette phrase, on est parti une main derrière, une main devant, c'est-à-dire avec rien. Mais tout ça, c'est pas grand-chose. Enfin, tout ça, c'est rien à la fois. Et donc, ce patient qui ne cessait de m'expliquer que de manière, il ne s'était rien passé. Et au fur et à mesure, est venue cette histoire. Il m'a dit, oui, bon, je dis, mais enfin, il y avait la guerre, les gens se tiraient dessus, parce qu'il était venu en 62, fin 62. Donc, en fait, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Non, je me souviens pas. Après, il a dit, ah oui, mais de toute manière, je sais pourquoi je me souviens pas, c'est parce que je n'allais plus à l'école. Ma mère me gardait à la maison. Je dis quand même, c'est pas banal. Et alors, de la maison, il se passait des choses quand même. Bah oui, bah justement, j'étais protégée puisque j'étais à la maison. Alors, vous voyez, un mécanisme de déni. Là, on n'est même pas dans la question de la résilience. On parle d'un mécanisme de déni permanent de il ne s'est rien passé. Et ensuite, il m'a quand même dit qu'une fois, il était au balcon et qu'il a vu un type se faire tirer par une carriole, donc tué en fait, et traîner ensanglanté. Mais il lui était rien arrivé, il n'avait rien vu et ça n'avait pas d'impact sur sa vie. Donc c'est tout un travail déjà de, ne serait-ce que de reconnaître qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y avait un exil, et un exil forcé, c'est-à-dire 2 choses. Et je me suis aperçue, en fait, en travaillant un peu sur la question, que c'est dans la nature même des Juifs d'Algérie, justement, avec ce statut qui leur est arrivé, c'est-à-dire qu'ils étaient français. Je ne dis pas qu'avant c'était la joie, le bonheur pur, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont retrouvés dans la situation où il fallait s'identifier, exister en tant que... Alors quoi? Parce que avec les Arabes, donc comme je disais à ce patient-là, il dit oui, en fait c'est pareil, c'est comme un département de la France. Je dis mais enfin c'était un peu spécial. Il y a des citoyens qui n'étaient pas, qui étaient pas vraiment des citoyens, c'était de l'autre côté. Donc ça a été tout un travail, même pour qu'il entende que quelque chose s'était passé et qu'au fond c'était un exil. Et que, ben non, oui, d'accord, c'était peut-être la France, mais en vérité, ça n'avait quand même rien à voir. Bien sûr, il y avait la langue, bien sûr, mais on pouvait parler de déracinement. Et justement, dans tous les cas, avant même tous ces événements, il se trouve que les Juifs avaient beaucoup de mal à trouver leur place. Donc, ils étaient à la fois dans un entre-soi, à la fois on nous a rempli d'idées que c'était formidable, avec les Arabes on s'entendait tellement bien. En l'occurrence, moi, dans ma famille, j'avais un grand-père qui était associé, donc l'histoire familiale raconte qu'il était associé avec un Arabe de Tlemcen pour une grosse affaire qu'ils avaient de graines, des grainotiers. Mais il n'empêche qu'il y a énormément de villes en Algérie où les Arabes, par exemple, n'avaient pas le droit d'habiter en centre-ville. Il y a énormément de villes où, dans tous les cas, chacun était dans son quartier. Et je ne parle pas de la ville d'Oran, par exemple, parce que la ville d'Oran, spécifiquement, était une ville dans laquelle il y a eu un maire, à un moment donné, pendant 6 ans, qui était un maire dont dans son programme, il s'affichait antisémite. C'est-à-dire c'était un argument pour convaincre ses électeurs. Et il a été élu avec un programme antisémite. Il y avait beaucoup de Français à Oran qui voulaient, il y avait des journaux antisémites et il y avait des associations qui avaient pour but de faire abroger le décret Crémieux. Ce qui est d'ailleurs ce qui s'est passé
pendant le temps de la Seconde Guerre mondiale, et parce qu'il y a aussi ce traumatisme-là, on a sorti les Juifs des écoles. Ma mère était institutrice, elle racontait toujours comment on était venu la chercher, on l'avait fait sortir de la classe, et comment pendant 1 ou 2 ans, elle n'a pas pu enseigner. Donc, à la fois, il n'empêche qu'ils ont aussi vécu ce statut des Juifs, et à ce moment-là, ressort donc cette identité particulière, qui est donc, excusez-moi l'expression, d'avoir le cul entre 2 chaises. C'est-à-dire d'avoir cette idée que d'un côté, on n'est pas comme les indigènes, donc il y a une forme d'ascension sociale, et de l'autre côté, cette idée qu'il faut tout faire pour se faire accepter, pour être vraiment français. Donc il faut tout le temps donner des preuves qu'on en est bien, qu'on est français, qu'on est plus français que les Français, qu'on connaît bien la culture, qu'on est amoureux de la culture française, et tout ça n'ayant jamais été du coup travaillé, puisque cette forme de déni fait écho de l'autre côté, le fait qu'on fasse silence. Alors ça les arrange, qu'il y ait un silence sur le sort des Juifs d'Algérie. Du côté de l'Algérie, c'est très compliqué parce que les Juifs peuvent y aller un peu si c'est individuellement. Aucun groupe juif défini comme tel ne peut rentrer là. Je sais par exemple que l'Union des étudiants juifs de France a essayé pendant des mois d'obtenir des visas qu'ils n'ont jamais obtenus. Individuellement, des gens, et vous savez que Enrico Macias, par exemple, le traité de sionisme, n'a pas pu s'y rendre, que différentes personnes n'ont pas pu y aller parce que, dans tous les cas, il y a une forme d'antisémitisme ambiant qui existe aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que, parce qu'il y a aussi donc, cette problématique avec la France qui est donc à l'origine de tous les maux et qui est dans une espèce de... Donc, c'est vrai que c'est le mot de rente mémorielle, c'est-à-dire il y a une culpabilité qui n'en finit jamais, d'un côté, on demande des comptes à la France, ce qui s'est passé, et de l'autre côté, une grosse difficulté d'entendre même cette question des Juifs d'Algérie, mais qui fait écho en fait au fait que les Juifs d'Algérie eux-mêmes n'ont pas envie d'en parler et n'ont pas envie de se positionner ni en position de victime, ni en position de différence avec les Français. Donc c'est comme si il fallait à nouveau rejouer ça, et c'est vrai que les Juifs d'Algérie, alors la résilience, je ne sais pas si c'est exactement le terme qu'il faut utiliser, mais en tout cas, il y a cette idée permanente qu'il fallait faire profil bas et qu'on n'avait pas besoin d'aller se distinguer et certainement pas d'exiger quoi que ce soit. Et les associations juives d'Algérie qui existent, il y en a une qui s'appelle Montréal, que j'ai en tête, qui sont justement des gens qui entretiennent une sorte de folklore qui parle de chanteurs ou de différents liens culturels en fait avec l'Algérie, ou une spécificité des Juifs d'Algérie, d'ailleurs aussi dans leur attachement à la culture française, mais qui ne parlent en aucun cas d'une histoire qui serait celle d'un exil forcé ou d'un exil tout court, ou d'un déracinement, ou d'un traumatisme qui serait. Ce qui me fait penser que dans tous les cas, ça vient aussi rejoindre cette idée que dans tous les cas, les Juifs, ils sont toujours un peu apatrides, ils sont toujours... c'est des Juifs errants, les Juifs sont apatrides, et d'une certaine manière, quand ils doivent s'exiler ou partir, c'est toujours moins grave que si c'est notre population. Parce que, eux, c'est un peu dans leur nature. Donc, ce pourquoi d'ailleurs, quand on dit, vous savez parfaitement que concernant d'ailleurs notamment les Palestiniens, quand ils ont dit, après tout, c'est pas possible, on peut pas ad vita aeternam garder la clé, puisque le thème palestinien, c'est qu'on a sa maison quelque part et qu'on garde la clé parce qu'on aura vraiment résolu le problème que quand chacun saura retourner chez lui. Ce qui est quand même très compliqué, parce que si chacun doit retourner chez lui dans le monde de l'endroit où il est parti, c'est la guerre mondiale, encore plus que ce qui est en train de se passer. Ça n'est pas possible. Dans tous les cas, ça fait toujours l'objet d'un compromis, et dans tous les cas, il y a toujours une forme de déplacement des populations au fur et à mesure de l'histoire, et les pays se constituent de cette manière-là. Donc, quand on évoque l'idée de dire, écoutez, regardez les Juifs, tous les Juifs qui sont partis de différents pays, on n'est pas en train de dire qu'ils ont leur clé et qu'ils veulent retourner dans leur maison. Mais c'est un argument qui est très peu audible, comme si c'est dans la nature des Juifs d'aller d'un endroit à un autre et de jamais vraiment appartenir à l'endroit où ils sont. Je te remercie. Nous avons le temps pour seulement 2 questions, si M. Ajaï voulait bien revenir. Je vais prendre 2 questions, voilà. Et puis ensuite, Doubi Ajami conclura le colloque.
monsieur. Ma question est pour vous. Vous dites que vous avez une culture orale de votre... Bon, on dit que vous dites que vous avez une culture orale de votre religion. Je vais peut-être vous poser une question très triviale, mais vous m'avez appris beaucoup de choses. Quelle est la structure de votre religion? Est-ce que vous avez des représentants comme les prêtres, les rabbins ou les imams? Quelle est la hiérarchie? Est-ce que vous avez des lieux de culte? Comment ça se traduit? Moi, je voulais juste faire une réflexion par rapport à... Parce que vous parlez de refoulement, etc. Il y a quand même les harkis qui ont été laissés tomber par le De Gaulle complètement et qui ont été massacrés au moment de la libération. Et il y avait un artificier qui s'appelait Daniel Timsit, qui était tout à fait pour la libération de l'Algérie, donc qui était juif, et qui a été tué aussitôt l'Algérie déclarée indépendante. Voilà. Donc, c'est pour dire l'ambiance qui régnait à cette époque. Hein. Alors, je suis désolé, on ne peut prendre que 2 questions. C'est pour monsieur aussi. Vous parlez parfaitement bien le français, mais quelle est votre langue maternelle? En fait, quand j'ai entendu la question sur la religion, je me suis dit ça peut prendre un peu de temps. Alors, pour être le plus bref possible dans ma réponse, il faut savoir que le yézidisme a connu une réforme religieuse au XIIe siècle par un certain Cheikh Hadi qui a ramené des préceptes soufis. Aujourd'hui, la religion yézidi, elle se décompose en castes, d'accord, en trois groupes, les cheikhs, les pirs et les mrids. Les cheikhs et les pirs sont les représentants religieux au sein de la communauté, et les mrids sont les personnes basiques, disons, et ce sont les cheikhs et les pirs qui instruisent les naissances, les mariages, les décès. Donc la transmission orale arrive par eux, par ces familles, depuis des centaines d'années. La langue qu'on parle initialement, que je ne parle pas, malheureusement, donc c'est ce que je disais aussi, la langue se perd parfois. J'en veux un peu à mon père pour ça, qui ne m'a pas appris, mais on parle le kurmanji. C'est le dialecte principal des populations kurdophones. Et s'il y a un détail qui peut avoir son importance, les Kurdes qu'on connaît aujourd'hui, à Lévis, en tout cas qui se trouvent principalement en Turquie, en Irak et en Syrie, sont les yézidis. Alors, il y a débat chez les Kurdes, mais moi je pense que, et j'en suis convaincu, que ces Kurdes-là sont les yézidis qui se sont convertis à l'islam. Donc aujourd'hui, si on revient initialement, on serait plus d'une quarantaine de millions. Actuellement, on n'est plus qu'1 million. Et la langue principale, c'est le kurmanji. Donc c'est un dialecte kurde. Alors oui, les harkis, alors je l'ai dit juste dans l'anecdote, les harkis ont vécu une situation qui est un petit peu, qui est encore pire, parce que, en effet, mais parce que les juifs ont été associés aux Français, qui étaient donc français, et les harkis aussi dans la lutte qu'ils ont menée, et suite à quoi ils ont été donc considérés comme des traîtres, poursuivis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, il ne fait pas bon être harki en Algérie. On continue. Il y a cette sensation aussi de la part des juifs et des harkis de se sentir abandonnés ou trahis. Et je pense que c'est aussi le cas pour les juifs. Peut-être ça explique aussi certaines positions actuelles des juifs originaires d'Algérie, à savoir qu'ils ont l'impression d'avoir été trahis par les Arabes en quelque sorte, c'est-à-dire par leurs voisins, par ceux dont ils avaient l'impression qu'ils vivaient avec eux. Mais eux-mêmes, les Arabes, avaient cette sensation que les juifs, justement, ils avaient rejoint le camp des colons et qu'ils avaient accepté gaillardement de plus faire partie des indigènes et d'accepter un ascenseur social qui, pour eux, n'avait pas été proposé. Donc en fait, il y a une forme de sensation de trahison et justement de ne plus s'y retrouver. Et à travers ça, les Juifs en France ont été mieux lotis puisqu'ils ont été accueillis. Néanmoins, je me souviens que
Donc, ma grand-mère, qui est arrivée elle, dans les années 62, du côté maternel, dès qu'il y avait une apparition de Gaulle à la télé ou en photo, elle le maudissait gaillardement, parce qu'avec cette sensation justement d'avoir été lâché des deux côtés. Est-ce que je peux juste me permettre, j'ai oublié de répondre à une partie de la question sur les lieux de culte, excusez-moi. Alors, le lieu de pèlerinage aujourd'hui, il se trouve en Irak, dans une ville qui s'appelle Lalish. C'est un temple yézidi, aussi tombeau de ce cher Hadi, qui a réformé la religion. Et depuis quelques années, il y a 2 nouveaux temples, un en Arménie, un en Géorgie. Mais c'est le seul que, en tout cas moi, je connais à l'heure actuelle. Je sais qu'il y a des mausolées qui sont un peu partout sur l'ancien territoire de l'Empire ottoman, mais qui ne sont pas praticables, disons. Alors, je tiens à vous remercier d'abord tout ce qui est encore présent, puisque nous avons eu 2 jours de colloques assez intenses, très intéressants, très riches, en tout cas c'est mon point de vue, et j'ai appris énormément. Alors, conclure ce colloque est extrêmement difficile, puisqu'en fait, beaucoup de choses ont été dites. Si je dois essayer de retenir une chose, je dirais la leçon de Sibony contient un élément important, c'est quelque part, et selon lui, l'antisémitisme est ancré, ou l'antijudaïsme est ancré dans le Coran. Et en fait, un des seuls moyens, et c'est un espoir, c'est un peu comme était ancré chez les chrétiens la notion que nous avions tué Jésus, et à un moment donné, il y a eu une rénovation. Il y a eu on a accepté que ce n'était pas la réalité, c'était une idée fausse, c'était une idée erronée. Et donc Sibony a rigolé en disant « j'ai fait une prière » ou « je voulais faire une prière », et puis l'imam qui était à côté de moi l'a fait juste pour les juifs présents dans cette salle et juste pour la durée de cette conférence. C'est très symbolique, mais malgré tout, je pense, et ce que je veux donner malgré tout, c'est une note d'espoir. Nous vivons des temps difficiles, tant en Belgique que partout ailleurs où il y a les Juifs. La situation est également difficile en Israël. Et la note d'espoir, c'est de dire, peut-être malgré cet ancrage anti-juif ou de juifs protégés ou des juifs sous-citoyens, peu importe le nom qu'on veut lui donner, qui a existé dans le monde arabe et qui n'existe plus puisqu'il n'y a plus de juifs dans ce monde-là, malgré tout qu'il y ait une rénovation ou une entrée de l'islam dans la modernité et de pouvoir réformer cette notion. C'est ce que j'ai voulu aussi dire hier après la présentation de Georges Bensoussan, qui a terminé en disant « Je ne vois pas comment cette guerre peut s'arrêter, je ne vois pas comment la situation peut s'améliorer ». Et j'ai essayé peut-être un peu maladroitement, certains m'ont dit « Mais tu rêves, Doubi ?» Eh bien, j'ai envie de rêver. Et j'ai répondu à une personne qui est dans la salle, j'en connais un qui avait dit « Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve ». Eh bien, dans cette même notion, je crois que c'est dans cette orientation que je voudrais conclure ce colloque. Je pense que ce qu'on a également vu, Sibony l'a dit, mais également Daniel Fishman, c'est que malgré une situation où on vivait dans la crainte, on vivait dans une certaine soumission, malgré cela, on a pu vivre des moments. Alors, Sibony a dit, c'était quelque part, j'essaie de trouver le terme, entre certains événements, c'est un peu comme nous vivons ici aujourd'hui en Belgique, on a quand même essayé de vivre et de pouvoir faire la fête, de pouvoir penser à autre chose, de pouvoir avoir des moments, que ce soit en famille, que ce soit en communauté, où on peut essayer de passer des bons moments ensemble. Alors, en Égypte, c'était le cas pendant plus longtemps, peut-être. En ce qui concerne le Liban, les gens qui sont venus d'Alep au Liban ou de Damas au Liban, pour eux, c'était une sortie de prison, puisqu'en fait, c'était vraiment les 20 années ou les 10 années que mes parents, ou les 20 années que mes parents ont vécu au Liban, entre le départ de Syrie et
leur départ du Liban. C'était 20 années qui étaient les plus belles années de leur vie quelque part. C'est comme ça qu'ils les présentaient, parce que le Liban était un pays multi-religion, multiculturel, qui était dans une époque d'euphorie, malgré le fait, et on l'oublie souvent, qu'il y a eu des grands événements en 1958. Les Américains ont dû débarquer en 1958 au Liban. Il y a eu des grandes émeutes, mais malgré cela, ils ont... Et donc, en fait, malgré cette soumission, on savait quelque part qu'on n'avait pas un avenir dans ces pays-là. Malgré cela, on était content d'y être. Donc, c'était un sentiment, j'ai peur, je fais attention, je baisse un peu la tête, et en même temps, j'essaie de vivre, de faire la fête, de construire des synagogues, de construire des centres communautaires et de faire des choses. Et donc, c'est un peu typique de l'être humain. On essaie de composer. Alors, ce n'est pas cette situation qu'on voudrait avoir. On voudrait pouvoir vivre librement, vivre notre religion comme on la veut, vivre notre, on va dire, notre culture. Et ceci ne nous est pas permis. Alors, évidemment, quand on marche dans la rue à Bruxelles, on ne voit pas que je suis juif. Je veux dire, on prend plus souvent pour un Indien, pour un Pakistanais. Ah ben oui, c'est ça, hein, je veux dire. Et donc, en fait, quelque part, on ne sait pas que je suis juif parce que je ne suis pas un raciste avec... et donc, on ne sait pas que je suis juif. Alors, si je prends position, on va le savoir. Comme je le revendique parfois, parce que je n'ai rien à cacher, ça peut me donner des conséquences. Mais donc, c'est important qu'on puisse, et c'est peut-être le but de l'Institut Natas, essayer d'informer, d'enseigner, d'apprendre. Et si j'ai un mot à dire, j'ai beaucoup appris pendant ces 2 jours. Je vous remercie à tous d'être venus. Et notre aventure continue. On va encore essayer de faire des choses. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui nous supportent. Et merci à tous les conférenciers. Viviane, tu voulais dire quelque chose? Oui. Voilà, parfait. Qui nous supportent et nous soutiennent. Ok, donc qui nous supportent et nous soutiennent, mais je pense qu'elles nous supportent aussi, mais le mot soutiennent est meilleur. Voilà. Oui, évidemment, le mot... Je viens de comprendre pourquoi. Parfait. Mais je suis de culture un peu arabe, donc parfois ça prend un peu de temps. Hein. Ok. Je vous remercie infiniment à tous et à très bientôt. Voilà. Alors oui, peut-être encore un mot, juste un mot. Donc, nous allons publier, je dirais, dans un horizon de 2 à 3 mois, les actes de ce colloque, avec tous les documents qui ont été donnés, avec certaines photos. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que nous voulons marquer cet événement. D'autre part, dans les jours qui viennent, je ne sais pas, je ne vais pas dire les jours, mais enfin dans les semaines qui viennent, nous aurons sur notre site en streaming l'ensemble de toutes les présentations qui seront découpées, de sorte qu'on puisse les voir par morceaux. Enfin, et pour terminer, nous allons également mettre sur notre site dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent également la seconde partie de la conférence, enfin de la présentation d'Eindhoven et également le discours de M. Sosnowski. Voilà, je vous remercie infiniment. À très bientôt. Merci.